Dès que je vais découvrir le hip-hop, je vais trouver dedans une forme de réconciliation avec la culture Ouais. et me dire que c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. Donc tout de suite, je vais accrocher avec le hip-hop. Et tic, Ok. tic, 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 tic. Et je me dis, ce son-là est bizarre. J'ai jamais entendu. J'ai entendu des trompettes, j'ai entendu des pianos, j'ai entendu des guitares, mais ce son-là, il est bizarre. Mhm. Et très vite, je vais m'apercevoir qu'en fait, c'est des gens qui grattent des disques qui font Des- ça. Je me dis, waouh, c'est trop bien. J'ai envie d'essayer. Groupe, ok. Mais Vous êtes orienté vers la transmission. oui, Vous enseignez tout ce qui est DJ à travers des formations et à travers votre école Academix. oui. Ça vous revient comment? C'est à quel moment vous vous dites, bon, il faut que je sois dans la transmission maintenant? Je me suis promis que jamais je regarderai un jeune de haut. D'accord. Parce que, tu sais, c'est comme l'ascenseur. Quand tu es en haut, faut pas regarder les gens d'en bas parce qu'un jour l'ascenseur il descend et les gens montent à ta place. Ouais. Et que si tu leur as pas donné de l'amour ou de la force, ils te regarderont comme tu les as regardés. Absolument. Donc ma politique, c'est le peuple. Et même quand on faisait avec la funky de la musique, Mhm. c'est la musique du peuple. Donc la transmission est hyper importante pour les générations à venir. Se dire que pour nous et par nous, il faut qu'on pousse cette culture parce qu'elle nous appartient. Mhm. On l'a poussée, on a aidé à ce qu'elle devienne populaire et qu'elle soit créée. Même si Et yo, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mabs Hip Hop et bienvenue dans l'entretien. L'entretien, c'est une capsule dans laquelle on reçoit des personnalités du milieu de la culture, mais particulièrement du milieu du hip hop. Et aujourd'hui, nous sommes avec une légende. Une légende d'un groupe légendaire. Le groupe Funky Family. Un DJ, beatmaker, graffeur, formateur, organisateur d'événements hip-hop. Il a fondé l'école DJ Academix et on est très fiers de le recevoir aujourd'hui. Il est parmi nous au compte du festival, la série hip-hop. DJ, JL est dans la maison! Derrière vos écrans et tout, les gars, applaudissez s'il vous plaît parce que là, je suis tellement heureux de le recevoir. merci beaucoup. Comment ça va, DJ? Ça va très bien. Merci ma petite pop. Merci à toi. Merci de nous honorer de votre présence en Guinée. C'est moi qui suis honoré de venir en Guinée. C'est un beau pays avec de belles personnes et c'est une chance pour moi d'être ici. Yeah. Merci. Y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui vous connaissent pas forcément. Comment vous présenteriez? Moi, je suis ce qu'on appelle old school de l'ancienne école. J'ai commencé le hip-hop à la fin des années 80. Et j'ai commencé par le graffiti et la danse. Et très vite, j'ai découvert le DJing. Et j'ai monté un groupe qui s'appelle Funky Family. Et on a été découvert par le groupe IAM, qui est le groupe légendaire de France, de Marseille et de France. Et on peut dire que c'est le premier groupe de rap en France qui a sorti des disques. Et ils nous ont produit notre premier album. Et on a fait un titre qui s'appelle Bad Boy de Marseille avant, qui a été un succès phénoménal. Et ensuite, on a sorti nos albums. Dans nos albums, on peut retrouver des titres comme Art de rue. Le mot classique. Exactement, comme Mystère et Suspense. Et puis après, on a participé avec plein de gens différents. En international, c'est Wu-Tang, Exhibit. Mais en France, ça a été IAM, Pete Bacardi, Arsenic. Puis il y a tellement de groupes. On va y venir au niveau des projets. Mais voilà, en gros, je viens de cette époque-là et je continue toujours à faire du hip-hop. En tant qu'ancien. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez accompli jusque-là. Mais on va remonter un peu à la genèse des choses. Vous êtes né à Marseille. Oui. En 74. Exactement. Donc, entre-temps, quand vous grandissez, c'était quoi votre environnement? Moi, je vis dans un quartier, je grandis dans un quartier très populaire, pauvre. C'est le centre-ville de Marseille. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de travail, pas beaucoup de choses à faire. Et ma communauté, je suis d'origine algérienne, est très mal vue, malheureusement. Comme on est d'origine étrangère, c'est assez compliqué de se faire une place en France. Alors évidemment, je généralise pas, mais ça a été compliqué. Et donc, du coup, il a fallu redoubler d'efforts pour arriver et faire des choses. Je grandis dans ce quartier-là où il y a plein d'origines différentes. Sénégalais, français de souche, comme on appelle, algériens, vraiment de tout.
Et je grandis là-dedans avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect entre les gens. Et c'est ça qui va comme je me vois pas trop à la télé, je vois pas des gens de la couleur comme moi, ni plus foncés d'ailleurs. Et donc, du coup, je me vois pas dans la télévision française. Dès que je vais découvrir le hip-hop, je vais trouver dedans une forme de réconciliation avec la culture et me dire que c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, tout de suite, je vais accrocher avec le hip-hop à cette époque-là. Ok. C'est quoi vos premiers pas dans le hip-hop? Qu'est-ce qui vous influence déjà à la télé? Qu'est-ce que vous écoutez en premier? Comment vous découvrez le hip-hop? Alors, ça arrive avec déjà quelques appels de phare comme ça. On se rappelle de On Night Long de Lionel Richie, par exemple, où il y a les petits qui dansent et les policiers dedans. On se rappelle d'un titre de Herbie Hancock qui s'appelle Rock It, où il y a du scratch. Et très vite, il y a une émission en 1984 qui s'appelle HIP HOP et qui est présentée par Sydney, en fait, des pères fondateurs de la culture hip-hop. Absolument. Et là-dedans, je vais voir des danseurs, je vais voir un style de vêtements, je vais voir du graffiti. Et tout de suite, ça va m'intéresser. Et je vais commencer par là, le moins cher, on va dire, de cette culture-là, c'est la danse, où il faut un carton, des potes et un peu de musique pour danser. Ensuite, ça va être le graffiti. Et ensuite, ça va être la musique avec l'écriture, mais j'étais très mauvais en rap. Donc, j'ai laissé tomber et je suis allé vers les platines. Ok. C'est à ce moment-là, à la télé, tout ce que vous voyez à la télé, les Lionel Richie, les gens qui dansent et tout, c'est à ce moment-là où vous dites, c'est ça que je veux faire? Ouais, je me dis que c'est ça que je veux faire. J'étais à l'école, j'étais pas très bon. Je pense que j'étais plus manuel que cérébral. Ok. Et j'avais pas un très, très bon niveau à l'époque. Et puis, je faisais aussi des bêtises. J'étais un jeune, je pense, comme beaucoup de jeunes. Je faisais plus ou moins de bêtises que certains. Et ça m'a tout de suite inspiré parce que la philosophie de cette culture-là, c'était se mélanger, apprendre par soi-même et puis devenir quelqu'un par soi-même. Et les valeurs, tout ce que ça a apporté, ça m'a beaucoup touché. À la même période, il y avait Mandela qui a été libéré et de voir tout ce mouvement-là en Afrique du Sud m'a beaucoup touché. Je rapportais ça à ma propre personne et à mes origines. Donc, du coup, j'étais beaucoup touché. Ok. Vous avez commencé par la danse. Oui. Maintenant, à quel moment vous commencez dans le DJing, tout ce qui est scratch, etc. Je vois un DJ qui s'appelle DJ Aladdin à la télévision. Français? Non, c'est un Américain. D'accord. Mais d'abord, je vois, comme je te disais, Rock It, c'est tic 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 tic. Et je me dis, ce son-là est bizarre. J'ai jamais entendu. J'ai entendu des trompettes, j'ai entendu des pianos, j'ai entendu des guitares, mais ce son-là, il est bizarre. Et très vite, je vais m'apercevoir qu'en fait, c'est des gens qui grattent des disques qui font ça. Je me dis, waouh, c'est trop bien. J'ai envie d'essayer, tu vois. Mais c'était déjà quelque chose qui coûtait quelque chose financièrement. Et donc, je vais traîner dans la ville, parce que je traînais beaucoup, je faisais beaucoup de tags et tout avec mon crew, les RDR. Et il y avait une radio où il y avait des platines dedans. Donc, j'allais squatter cette radio. Et puis, j'ai découvert un ami qui, lui, avait un appartement qui était pas un squat, mais tout le monde venait là. Et lui, il avait une paire de platines. Et tout de suite, j'allais là-bas et je m'enfermais avec les copains. Et pendant que les copains parlaient, discutaient, ben moi, je prenais les platines. Je demandais si je pouvais toucher. Et j'apprenais un par un peu des gestes que je regardais. À la télé. À la télé. Et puis, il y avait déjà des DJ à Marseille, mais ils étaient 2-3. Et ils me donnaient des tuyaux. Et puis, j'essayais de reproduire ça sur les platines. Et tout de suite, ça a été un coup de cœur. De pouvoir créer avec ses mains de la musique, ça a été tout de suite quelque chose qui m'a plu, quoi. Yeah, stylé. Maintenant, dans votre parcours, à quel moment vous décidez de créer ce groupe Funky Family? Ça se passe en 92. En 92, en 91, je rencontre Pod, qui vient de Toulouse, qui lui est graffeur. Absolument. Et nous, on est des graffeurs dans cet appartement où je touche les platines. Et lui, il vient de Toulouse, tu vois. Et il vit avec un gars qui s'appelle Don Choa. Et on décide, comme à Toulouse et Marseille, c'est une bonne connexion, on décide de faire une connexion qui s'appelle 313. Et très vite, moi, je vais lui présenter un rappeur qui s'appelle Satir à l'époque. Lui, il me présente Don Choa. Et puis, on a envie de monter des groupes parce qu'en fait, moi, j'ai fait partie de groupes, mais toujours, on m'a jeté, comme on va dire, on n'a pas besoin de toi, tu vois. Donc, j'ai dit, je veux monter mon groupe avec mon frère qui était Pon à l'époque. Et très vite, on va monter un premier groupe qui s'appelle Le Rythme et la Rime avec Don Choa, Sat, moi et Pon. Mais on a entendu parler
d'un groupe dans le quartier du Panier, où j'ai grandi aussi, Oui. où je suis allé à l'école là-bas, faire mes études, qui s'appelle Black White Zulu. Et dans ce groupe-là, il y a Menzo, Laura Luciano et Fel. Et très vite, on va aller les voir, on va leur proposer, comme il n'y a pas de DJ, de beatmaker à l'époque, on va leur dire, voilà, on a envie de monter un collectif. Et on va garder ces deux noms de groupe. Et très vite, on va nous proposer une première partie d'un groupe qui s'appelle Sens Unique, un groupe de Suisse. Et on va dire, OK, on veut faire la première partie et il faut trouver un nom. Et on va s'appeler Funky Family. Funky parce qu'on écoutait beaucoup de funk, par Lee Hammond, George Clinton, tout ça, Zap. Et Family parce qu'on avait vraiment un esprit de famille. On partageait tout. Moi-même, j'avais cru que Funky, c'est un peu inspiré de tout ce qui est hip-hop de LA. C'est ce que j'avais cru. Et non, justement, Funky parce que vraiment, moi j'ai grandi avec ce qu'on appelle de disco funk, c'est-à-dire Kool and the Gang, Earth and Fire, The Whispers, tout ça. Mais quand même, on écoutait beaucoup George Clinton, par Diamant, ce qu'a samplé d'ailleurs Dr. Dre après dans Let Me Ride et tout ça. Mais on était très proche justement de cette culture californienne du funk. Et très vite, voilà, ça a été ça. Et puis Family, comme je te disais, on partageait tout, à boire, à manger, tout ce qu'on avait, on le partageait entre nous. Donc c'est devenu Funky Family. Et très vite, on va s'envoler, quoi. Et du coup, Laura Luciano vous rejoint en dernière position. Laura Luciano, Menzo et Fel, on monte avec le rythme et la rime, ce collectif, pour faire la première partie de ce groupe. Et il faut trouver un nom. Et ce nom-là, ce sera Funky Family. C'est trouvé très rapidement. Et c'est même un peu bizarre parce qu'on s'appelle Funky Family, on fait du rap. Les gens au début pensaient que c'était un groupe de funk. Mais je sais pas, on a gardé ça. Puis on a dit, on trouve pas de nom très beau à notre. Et puis on a gardé ça. En fait. Voilà. Et puis la Funky Family se forme. Vous sortez beaucoup de projets. Vous marquez l'histoire du rap français. Quel est pour vous le morceau qui a le plus changé votre vie? Je pense que c'est Bad Boy de Marseille. C'est Akhenaton, qui est un membre du groupe IAM, qui va faire son album solo et qui va venir nous voir dans un café où on fait des freestyles. Mais nous, on est énervés, on arrache les micros pour faire des freestyles. Moi, je pousse les DJ pour prendre les platines. Vraiment, on était fous de ça, vraiment. C'était pas violent, mais il fallait qu'on fasse notre place. Vous étiez matrixés comme les jeunes. Exactement. On voulait faire notre place. Et ils ont vu qu'on avait une certaine rage à faire ça. Et il nous a invités sur son album. Et ça va devenir Bad Boy de Marseille. Tu reconnais bien là, le style des Bad Boy de Marseille. Et donc, ça va être un hit national, voire francophone, puisque au Canada, on nous écoute. En Belgique, on nous écoute. En Suisse, on nous écoute. Et en France, raz-de-marée. Raz-de-marée, Et même nous, on n'était pas préparés à ça. Du coup, c'est quoi le plus grand souvenir ou le meilleur souvenir que vous gardez de cette époque? Je pense que la première fois qu'on signe en major en maison de disques, la première fois où on nous dit, ben voilà, on croit en vous, on va signer chez Sony Music et vous allez sortir 3 albums. Et puis, je me rends compte que je vais vivre de la musique, chose que je m'étais jamais posé la question avant. Et ça va vraiment changer ma vie parce que moi, ma mère est femme de ménage. Je vis, je veux pas dire pauvre, mais je vis dans des conditions modestes, voilà. Et je vais voir que ça va changer certaines choses. Ça va changer, ça va me donner une indépendance financière, ça va me donner un statut social. Et vraiment, ça va changer ma vie. Donc, ce contrat, ça a été vraiment le tournant d'une vie. Avant ça, je travaillais, j'étais cuisinier, moi. D'accord. J'ai fait des études de cuisine. Et je vais tout quitter pour aller faire la musique. Il y a prescription pour l'époque, mais la signature, elle s'élevait à combien? Quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. Hein. Ça rigolait pas, C'était juteux quand même. C'était très, très, très juteux. la musique ne rigolait pas à l'époque. Alors aujourd'hui aussi, hein, mais là, c'était vraiment des gros contrats. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va devenir disque d'or en moins d'1 mois ou en 1 mois. Ce qui va nous rentrer dans les groupes légendaires. Pour l'époque, c'était 100 000. Hein, 100 000 ventes. Le disque d'or. Le disque d'or, exactement. Et en 1 mois, en moins d'1 mois, on va devenir disque d'or. Et tout de suite, on va avoir des rentrées d'argent. Moi, j'ai gagné plus d'argent que ma mère en toute une vie, ce qui est un peu bizarre, tu vois. Et je vais voyager plus que ma mère en toute une vie. Donc, ça va vraiment me toucher et me dire que j'ai une vraie chance de faire cette chose-là. Du coup, vous vous imposez en France. Comment les premières connexions des US viennent? C'est Sony qui facilite
ou bien c'est eux qui voient ce que vous faites, ou bien c'est vous qui allez vers eux? Je pense que tu penses comme moi, au début, en tout cas vers les années 90, Mhm. c'est New York Ouais, qui est absolument. la pierre angulaire. On Ouais. appelle D'ailleurs, ça. vous kiffez beaucoup tout ce qui est Mobb Deep, tout ce Exactement. qui vient de On est, Queensbridge, quoi. on est très proche de ce mouvement-là. On a Mhm. même des rappeurs du Queens qu'on connaît, puisque dans Bad Boy de Marseille, le remix, il y Mhm. a Bruza qui est Ok. un rappeur du Queens avec Ok. qui on va rapper. Mais moi, en fait, juste avant de signer, en 96, je voulais ouvrir une boutique de vinyle à Marseille, donc je vais à New York. D'accord. Et là, déjà, je prends une claque, tu vois. Mhm. Je me retrouve dans des clubs où il y a Fat Joe, Voilà. etc. Je vois, Là, vous êtes dans la culture, ouais. ah ouais, ouais, je suis complètement dedans. Je vois Stretch Armstrong, Bobito, qui sont des Incroyable. proches de Funkmaster Flex. Yeah. Euh, Vraiment, j'hallucine de ce que je vis, tu vois. Et l'année d'après, on va mixer notre album avec Mario Rodriguez, qui est la Mhm. personne qui a mixé l'album de Mobb Deep et Lil Neuf, Yeah. et qui a fait Juicy de Biggie. De Biggie, ouais. Ouais. Et tout de suite, pour moi, ça va être un truc de fou. On va C'est trop dormir chez lui à Coney Island, incroyable. là où était tourné le film The Warrior, qui est un Classique, classique, ouais. exactement. On va aller, je te dis, dans des soirs, on va voir P. Diddy, The Lox, Mike Tyson, Naomi Campbell. Ah, c'est Vraiment, trop. pour moi, c'est trop, trop, trop. Mais voilà, la première connexion avec New York, c'est ça. Et tout de suite, ça va être fou parce que je me dis, un petit gars qui vient de Belzins, avec des petits gars là qui viennent de France, Mhm. se retrouver à New York, être là et faire partie du mouvement, ça va être un game changer de Yeah. fou, quoi. Yeah. Vraiment, vraiment. Du coup, quand vous faites vos premiers feats, justement avec le gars de Queens, là, Ouais. c'est quoi sa réaction? Fitter avec des Français sur le remix de Bad Boy de Marseille. C'est quoi sa réaction après quand il découvre le son? Lui, il était en connexion avec AKH. Ok. Ils font le feat à New York, Mhm. les gars du groupe. Et puis, tout de suite, ça connecte très humainement avec lui. Ok. Tellement qu'il va venir en France et qu'il va vivre chez nous pendant quelques mois, en fait. Wow. Voire 6 mois, Brouza, il a vécu dans mon appartement Ok. avec moi et Pone, tu vois. Ok. Et ça va être très familial, en fait. Ok. Donc, ça va rapper tous les jours, dès le réveil jusqu'au coucher. Ça se tape. Ouais, ça se tape pour rap tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lui, il est très respecté à New York à cette époque-là. Ok. Et, et non, il voit pas de niveau, il voit pas de niveau différent, il voit une autre culture, mais il voit tout de suite que on connaît la culture new-yorkaise, la culture hip-hop, et que si on nous demande de rapper, de scratcher ou de produire, Vous on vous est y là, il y a connaissez, aucun quoi. problème. Ok. Ouais, il y a du répondant, quoi. Ok. Selon vous, c'est qui le meilleur rappeur du groupe? Entre le rap, bon, tout le monde. Oui, tout le monde aime l'aura Le du rap, rap, bien sûr. mais je veux connaître du point de vue interne. Ouais. Entre le rap, donc tu vois, Ça, tout Menzo. ça, moins dire, ouais. Pour moi, et je réponds souvent ça, c'est compliqué de choisir entre son père et sa mère. Donc c'est compliqué de choisir. Si j'avais un état des lieux à faire, c'est comme si c'était les 4 fantastiques. Ces 4 super-héros avec 4 pouvoirs différents. Okay. Évidemment, Laura est très street. Choa est très proche au début du dancehall. Donc il a une énergie folle. Ouais. Sat est très lyriciste. Et Menzo a une pureté et une vérité claire quand il écrit. Donc chacun avec sa voix, sa couleur de voix et sa personnalité apporte quelque chose. Et je pense aussi c'est pour ça qu'on a touché la France, c'est parce que il y avait comme on pouvait avoir le choix dans les 4 cartes qui nous étaient données de choisir son rappeur préféré, tu vois. Mais tout ça formait quand même la Funky Family. Je te dirais que j'ai du mal à choisir parce que vraiment les 4, mais j'aime bien, voilà, Choa pour sa fougue et son énergie, le rap pour cette espèce de rap comme Prodigy, tout ça, qui est très terre à terre, avec des flows, des assonances très fortes. Sat qui a une écriture très forte et très, 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 très précise. Et Menzo, en fait, c'est l'homme qui ne ment jamais, en fait. Tout ce qu'il dit, ça sort vraiment du cœur. Ouais, c'est très pur. Ouais. Ok. Du coup, après cette période de groupe, où vous êtes orienté vers la transmission, oui. Vous enseignez tout ce qui est DJ à travers des formations et à travers votre école Academix. Oui. Ça vous revient comment? C'est à quel moment vous vous dites, bon, il faut que je sois dans la transmission maintenant? Moi, j'ai pas trop été aidé quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que même certains DJ de ma ville me regardaient de haut, tu vois.
Et je me suis promis que jamais je regarderai un jeune de haut. Parce que, tu sais, c'est comme l'ascenseur. Quand tu es en haut, faut pas regarder les gens d'en bas parce qu'un jour l'ascenseur il descend et les gens montent à ta place. Ouais. Et que si tu leur as pas donné de l'amour ou de la force, ils te regarderont comme tu les as regardés. Absolument. Donc tout de suite, je vais me dire si je peux donner des tuyaux, si je peux aider, si je peux pousser, si je peux porter la main des jeunes qui arrivent, je le ferai. Quand la Funky Family s'est arrêtée en 2006, j'ai eu des discussions avec Milou Daraptani, qui est le directeur de la franchise, une salle, la première salle de concert de hip-hop de France, en fait, qui était basée à Marseille. Et on va monter ensemble Academix. Parce que le vœu, c'est de pouvoir transmettre, mais pas transmettre comme un art bourgeois, que ce soit cher, etc. Transmettre pour pas cher, mais transmettre aussi, pas que de la technique, aussi de la culture. Pourquoi le DJing? Qui a fait le DJing? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter, même dans la vie d'homme ou de femme. Donc ça va être ça, les valeurs portées. Voilà, avec du matériel, avec une classe, avec des cours qui sont réguliers, et puis sortir, et puis apporter toute la culture hip-hop à des gens même qui viennent de l'électro ou du reggae ou même d'autres styles musicaux. Et c'est dans ce cadre-là vous êtes en Guinée, dans le cadre de la transmission? Dans le cadre de la transmission, je donne des cours tous les jours, 2 heures par jour avec des DJ locaux, des DJ qui n'ont pas à rougir de la technique et de ce qu'ils savent ici. Parce que j'avais pas d'a priori en venant ici. Je sais que la culture DJ maintenant est très mondiale. Mais je me dis d'échanger avec des professionnels ici, ou des gens qui veulent le devenir, c'était important d'amener mon soutien parce que souvent on reste en équipe de territoire avec des gens qui sont là dans le coin, quoi. Mais quand il y a des professionnels qui viennent et qui nous apportent des choses, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je voulais mettre mon grain de sel là-dedans et pouvoir apporter ce que je peux apporter, évidemment, en transmission aux artistes qui sont là. Et j'ai vu vraiment des DJ qui sont fort intéressants. En tout cas, merci d'être là. Merci. Et merci au La Série Hip Hop de faciliter cette transmission-là. En tant que DJ, quels sont selon vous les fondamentaux qu'un bon DJ doit avoir? C'est quoi les fondamentaux d'un bon DJ? Un bon DJ doit connaître sa culture, la connaître sur le bout des doigts, connaître ses titres, connaître ses influences et avoir une ouverture d'esprit qui est hyper importante. Je dirais pas qu'il faut qu'il soit très technique en scratch ou très technique en mix. On a tellement de styles différents, mais connaître vraiment sa culture, de la musique qu'il joue ou de la musique qu'elle joue et s'intéresser, être curieux ou curieuse. C'est très très important. C'est vrai. Et puis on part vers la fin, mais il y a 2-3 questions bien avant. Maintenant, le hip-hop est un mouvement qui regroupe beaucoup de disciplines. D'accord. Le DJing, le rap, le graffiti, la danse. Pourquoi la transmission est-elle importante dans le mouvement hip-hop? Pourquoi la transmission est importante dans le mouvement hip-hop et dans la culture hip-hop? Parce que c'est une culture populaire. C'est voir la dernière culture populaire. Avant, on avait eu le rock. Mais le rock, il faut acheter des guitares. Il faut acheter une batterie. Dans les autres musiques aussi. Et en fait, c'était une culture gratuite. Cette culture gratuite et populaire, comme je l'ai expliqué, c'est que avec un carton dans la rue, on peut danser. Avec une feuille et un stylo, on peut écrire. On peut faire du beatbox et faire de la musique. On peut récupérer des fringues, les découper et refaire de la sape hip-hop. Et tout ce mouvement-là est tellement populaire et important. Moi, ma politique, c'est le peuple. Et même quand on faisait avec la funky de la musique, c'est la musique du peuple. Donc la transmission est hyper importante pour les générations à venir. Se dire que pour nous et par nous, il faut qu'on pousse cette culture parce qu'elle nous appartient. On l'a poussée, on a aidé à ce qu'elle devienne populaire et qu'elle soit créée. Même si toutefois, en ce moment, elle devient un peu bourgeoise, il faut recentrer les bonnes bases et les choses pour dire que si je peux apprendre à mon petit frère ou aux copains de mon petit frère des choses, si cela peut le professionnaliser, et même si demain il ne finit pas sa vie dans le hip-hop, ça peut l'aider dans son entreprise
dans sa vie de famille C'est vrai. ou dans sa mentalité d'homme ou de femme. Et donc, la transmission, pour moi, est hyper importante. Si on pense à se tenir la main et à s'aider mutuellement, on fera un monde meilleur. C'est vrai. Si on pense trop individualisme, on laissera des gens sur le carreau. Et je pense pas qu'on puisse mourir la tête tranquille. Quand même. Et ça laisse beaucoup d'aigreur, quoi, après. Exactement. Vous avez travaillé sur des projets autour de la ville, du son, l'architecture urbaine, Oui. comme Marseille, Atlanta, Marseille, Yes. Atlanta. Yeah. Donc, qu'est-ce que l'espace urbain vous inspire quand vous créez? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'espace urbain est rempli d'influences. Les bruits de la ville, ce qu'il y a autour de nous, déjà, on peut savoir en fermant les yeux ce qui se passe. On vient d'avoir une sirène qui passe, tout à l'heure un camion. On sent que la ville vit, en fait. Si on écoute plus profond, on va avoir des gens qui parlent, les accents, et puis on va voir les odeurs, puis on va voir les couleurs. Et tout ça, ça rapporte à un fond de ville qui est de toute façon différente. Si on prend les villes et leur direction, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest, souvent on va dire que les villes du sud sont beaucoup plus pauvres que les villes du nord. C'est vrai. Et ça, c'est des différences qu'on peut voir de partout. Quand j'ai fait le travail avec Marslanta, c'était le travail dont je vous parlais, c'est-à-dire que Atlanta avant, New York ne regardait pas Atlanta. Absolument, absolument. C'est le sud. Exactement, c'est le sud. Et nous, c'était pareil avec Marseille. Paris ne nous regardait pas. Et on peut dire pareil avec la Guinée. Tu vois, on va dire que sûrement que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ne regardent pas en bas. Tu vois ce que je veux te dire? Mais pourtant, il y a des valeurs, il y a des forces communes en bas qui sont aussi fortes que celles d'en haut. Et il faut juste montrer que les différences font nos forces, tu vois. Je pense que c'est ça qui est important dans une ville. On peut voir plein de choses, même l'architecture, même les vêtements, tout ça, les accents, tout ça. Pour moi, c'est hyper important. C'est vrai, absolument. Je suis d'accord. Mais à présent, je voudrais demander, c'est quoi les perspectives? Vous avez fondé Academix. Oui. Dans vos projets personnels, c'est quoi la suite? Vous m'aviez dit en off tout à l'heure que vous avez fait un projet d'événement. C'est un festival à Bamako? Ouais, j'ai fait un festival. Okay. Alors, à Bamako, j'ai monté un spectacle qui s'appelait Tunga Rap. Okay. En fait, c'était sur les pirogues qui partaient et qui allaient traverser la mer pour aller venir en Europe. D'accord. Avec des gens qui mouraient en mer, tout ça. Et on voulait expliquer par ce spectacle qu'en fait, souvent les gens partent, mais c'est pas pour des conditions meilleures, c'est pour juste vivre dignement les choses. Il y a ceux qui rentraient, il y a ceux qui revenaient pas, et que c'était tout un choix de vie de pouvoir partir. Ça donnait un investissement énorme, financièrement et humain. Et donc, j'aime bien participer à ce genre de spectacle qui parle de la vie, de la ville, du pays ou des gens. J'ai monté mon festival, moi, qui s'appelle Funky Festival de Mars, qui est un festival spécial rap marseillais, où je mets en avant les rappeurs de Marseille, ceux qui ont fait la légende du rap de Marseille, comme Faflarage, Troisième Œil, Ayam, Uptown, Puissance Nord, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais il y a aussi les groupes qui sont en développement, qui arrivent, Colola Air, Solazone, Boucher, etc. Et ceux qui sont encore plus jeunes, qui sont en train de se développer. Donc je veux mettre ça sur scène, mélanger les générations, mélanger les styles, parce qu'il y a de la trap, il y a du rap et tout. Il y a aussi des DJ, des DJ. Il y a une exposition graffiti qui est faite sur la première année, mais il y a aussi des contests de danse hip-hop, de rap, de DJ. Cette année, pour la 3e édition, ce sera beatmaking. D'accord. Et donc voilà, ce sera la 3e édition cette année. Je suis aussi sur le projet d'une bande dessinée sur ma vie, que j'ai signé en édition avec un gros éditeur en France. C'est dope. Voilà, donc j'essaie de faire tout ce qui me plaît à travers ma culture et ma personne, mais je me retiens de rien faire. J'ai déjà fait du cinéma, s'il faudrait, j'irai cuisiner, vraiment tout ce qui se rapproche à ma culture et au mélange. Et des fois, la transmission, ça m'intéresse beaucoup. Bravo, félicitations. Merci. C'est quoi votre œil sur la nouvelle génération du rap marseillais? Tout ce qui est Jul, les Koffs, etc. C'est quoi votre regard sur ces gens-là? Vous écoutez ou pas du tout? Oui, j'écoute. On a fait un titre avec Jules sur le dernier album organisé. Oui, c'est vrai.
moi, tous ces gens-là, je les ai connus très jeunes, en fait. Ok. Donc, je les ai vus venir à des émissions radio que j'avais, ou sur des freestyles où j'étais DJ. J'aime beaucoup cette nouvelle génération. En fait, l'identité marseillaise, pour moi, est très, très importante. Et tant que ces rappeurs-là ont une identité marseillaise, c'est important. Après, je ne suis pas très fan du rap gangster. Et sinon, je peux comprendre qu'il y en ait parce que c'est une vision de la nouvelle génération. Tant que c'est fait artistiquement, ça m'intéresse. Si c'est trop doré, si c'est trop brillant, si c'est trop théâtral, j'aime moins. Mais je suis très fier de cette nouvelle génération et j'espère qu'elle apportera à la prochaine génération quelque chose. Je suis très très fier de Soso, de SCH, de tout ça. Je suis très très fier, vraiment. Ah, c'est quoi si on vous demandait un top 5 de la nouvelle génération? Rappeurs marseillais. De rappeurs marseillais? All time. Dans un ordre, dans le désordre, ou j'en donne juste 5? Top 5. Pas dans l'ordre, forcément. Pas dans l'ordre, ça déjà tu mets. Ça, c'est pour faciliter les choses. Il y aurait forcément Akash. Yes. Ça. Il y aurait Jul. Okay. C'est un très, 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 très bon rappeur. Ok. Il y aurait Faflarage. Ok. Ok. Pour dire un membre de mon groupe, je vais dire le Raluciano. Et le 5e, ce serait Relo. Relo, c'est un rappeur de la nouvelle génération, il faut écouter. C'est du rap de Marseille comme à l'ancienne, mais c'est une nouvelle génération qui le fait, avec des valeurs et tout. Top. Je vais aller découvrir mais ça. Bon, je pourrais dire aussi Hermano Salvatore, je pourrais dire Boucher aussi. Ah, Hermano Salvatore Battle Rap. Exactement. Très fort. Exactement. Donc vraiment, il y en a plein. Il y a la Mikachu aussi. Vraiment, on en a plein chez nous qui tuent. Et puis à côté de chez nous, il y en a aussi un frère qui vient de Sète, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Demi-Portion. C'est une option. Demi-Portion, très fort. Très, très fort. Avec son festival, il a aussi son festival à lui. Demi-festival. Yes. Ah bah, on est vers la fin là. Hein. Du coup, pour finir, quel conseil donneriez-vous à un jeune en Guinée ou d'ailleurs qui veut devenir DJ ou beatmaker? Investissez-vous. C'est pas qu'une question de matériel dans ce que vous faites. Apprenez. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas, on sait tout. C'est pas en disant je sais tout qu'on va avancer. Donc, tous les jours apprendre, s'investir, avancer, ne pas écouter les autres. Si on a une idée, il faut y aller, il faut foncer, bien s'entourer et se structurer. C'est important. Et travailler. C'est-à-dire se lever le matin comme si c'était un travail. Sauf que le matin, on se lève pour nous. Il n'y a rien. Il n'y a pas plus grand luxe de vivre de ce qu'on aime. Donc il faut se lever le matin avec une idée. C'est que si je peux me lever pour un patron à 9h du matin, je peux encore plus me lever à 8h du matin pour moi et faire les choses. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci à vous. Mabzi Pop, c'est la puissance. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous étions avec la légende DJ Gel. Merci. Il est pour la Funky Family, ce qu'est Guru pour Jay-Z, ce qu'est Dre pour le NWA. Merci à lui. Merci au Festival La Série Hip Hop et au Centre Culturel de nous avoir reçus. Merci à Darufanka pour l'assistante logistique. Merci à toute l'équipe de Mabzi Pop. N'oubliez pas de rester hip hop. Peace. Peace.